Bonjour à tous, bienvenue à cette session de présentation du booster de mobilité augmentée qui est organisé donc, par la PCC et en partenariat avec l'ADEME. Alors aujourd'hui avec nous, alors vous ne les voyez pas encore mais ils vont arriver. Donc, d'abord il y a moi, Suzy Cantraine, donc je vais vous présenter rapidement ce qu'est la PCC et vous présenter l'agenda. Nous avons aussi donc Christelle Bortolini qui vient d'apparaître, qui est au service organisation urbaine de l'ADEME. Bonjour. Jean-Luc Canquin qui va vous faire de la genèse de BMA, des résultats, de sa logique de capitalisation. Et enfin, nous aurons le témoignage. Tout au long de la présentation, vous aurez le témoignage de Marc Potel, qui est au Crédit Agricole, qui est avec Jean-Luc, et Guillaume Raffier, de Sopra Steria, qui vous fera un petit retour d'expérience sur l'utilisation de la méthodologie BMA. Alors, rapidement, quelques mots d'introduction. Tout d'abord sur ce qu'est la PCC. Alors la PCC, en fait, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, qui représente les experts qui accompagnent au quotidien les entreprises donc, sur les sujets liés au climat. Donc ça peut être la transition énergétique, ça peut être la mobilité. En fait, on représente ces professionnels de la mobilité depuis 1 an maintenant. Et donc c'est dans ce contexte qu'on vous fait cette présentation. Parce qu'une de nos missions, c'est d'informer, d'expliquer, de donner des clés et de diffuser les bonnes pratiques sur ces sujets-là. Donc, ça rentre dans ce cadre. Alors, vous pouvez poser vos questions tout au long de la webconférence dans l'onglet de chat que vous devez voir en bas de l'écran. Sachez que donc, ces questions, elles seront traitées par Christelle Bortolini. Vous pouvez les poser tout au long et on y répondra à la fin, en sachant qu'il est possible qu'on n'ait pas le temps de poser toutes les questions à l'oral. Donc dans ce cas-là, Christelle choisira les questions auxquelles on répond à l'oral et les autres auront une réponse par écrit a posteriori, suite à la webconférence. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et surtout ne vous inquiétez pas si on n'a pas le temps de poser la vôtre à l'oral, on y répondra plus tard. Enfin, sachez que vous aurez les slides et le replay de la webconférence, donc suite à cette présentation, d'ici une quinzaine de jours, donc sur notre site et également sur le site de Webikeo. Hop. Donc je vais laisser la parole maintenant à Christelle pour une petite présentation de contexte sur BMA. Merci, bonjour à tous. Alors d'abord, avant de vous expliquer le contexte de BMA, je vais peut-être vous dire ce que fait l'ADEME depuis plus de 18 ans pour accompagner et soutenir les plans de mobilité sous toutes ses formes, que ce soit les plans de déplacement entreprise, les plans de déplacement administration, campus, scolaire, PDIE. En fait, l'ADEME accompagne de différentes façons les plans de mobilité et ce, sur l'ensemble des volets de déploiement du plan de mobilité et auprès de l'ensemble des acteurs initiateurs de démarches, tels que les conseillers en mobilité, les chefs d'entreprise, les collectivités, les référents mobilité. Et pendant des années, en fait, l'ADEME a été essentiellement connue pour aider à la réalisation des premiers plans de mobilité par un accompagnement essentiellement technique et financier. Désormais, ces aides financières n'existent plus, hormis dans les territoires ultramarins et en Corse. Mais aujourd'hui, l'action de l'ADEME, on peut la décrire sous différentes manières, notamment pour la montée en compétences des acteurs, par le biais de formation, l'élaboration de guides, plaquettes, infographies, vidéos, outils d'évaluation, des fiches exemples à suivre. Tous ces outils sont disponibles sur la rubrique plan de mobilité de notre site internet ADEME. Nous participons également à l'organisation des journées nationales comme les journées nationales de management de la mobilité, où le plan de mobilité est central dans ces journées-là. Nous les co-organisons avec le CEREMA et le CNFPT. Nous travaillons actuellement à la mise à disposition d'une boîte à outils plan de mobilité avec ITER et EcoDev. Cette boîte à outils sera disponible courant septembre 2019. Elle aura pour vocation de proposer un ensemble de ressources nécessaires et suffisantes pour aider les établissements, qu'ils soient publics, privés, soumis à l'obligation légale ou non, à réaliser des plans de mobilité. Et elle permettra également d'outiller les conseillers en mobilité qui sont souvent dépourvus et seuls sur leur territoire pour accompagner les plans de mobilité.
L'ADEME réalise aussi des actions d'observation et d'évaluation, comme la réalisation d'enquêtes nationales que nous avons menées à différentes périodes, en 2005, en 2009, la dernière date de 2018 avec l'élaboration de notre boîte à outils, notamment en vue de faire un état des lieux à date des plans de mobilité sur le territoire. Nous participons également à l'animation, avec notamment la construction et l'animation d'une communauté des conseillers en mobilité, qui est actuellement constituée de plus de 70 conseillers. Et l'ADEME réalise également des actions d'influence auprès du gouvernement en ce qui concerne les plans de mobilité. On cherche notamment à renforcer l'ambition et le périmètre des plans de mobilité dans les mesures législatives avec des propositions pour l'élaboration de la future LOM. Et enfin, l'action de l'ADEME, c'est aussi l'expérimentation de démarches innovantes comme Booster de mobilité augmentée, pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Nous soutenons BMA depuis 2012, initialement dans le cadre des investissements d'avenir sur le territoire rennais. Puis, nous avons élargi le périmètre d'expérimentation en 2018 en menant des expérimentations auprès de plusieurs territoires volontaires. Et vous l'avez compris, tout cela dans un contexte réglementaire encadrant les plans de mobilité en pleine évolution, d'abord avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte et son article 51 qui, depuis le 1er janvier 2018, oblige toutes les entreprises de plus de 100 travailleurs situées en milieu urbain à réaliser un plan de mobilité, et avec la future loi d'orientation des mobilités qui vient renforcer l'ambition et le périmètre de l'obligation réglementaire actuelle du plan de mobilité. Nous devrions être un peu plus fixés sur le texte de loi définitif d'ici la fin de l'année. Mais a priori, je cite, la LOM propose de mettre les employeurs privés et publics au cœur de l'organisation de la mobilité en réaffirmant leur place dans la gouvernance locale des mobilités et en renforçant les plans de mobilité pour en faire de véritables outils au service de l'efficacité des mobilités au regard des besoins tant professionnels qu'individuels. Et c'est bien dans ce sens que l'ADEME soutient BMA depuis 2012, car BMA va plus loin que le PDE première génération. C'est une démarche innovante et ambitieuse de management de la mobilité, où la gestion des mobilités devient un levier de performance pour les entreprises. Et on le sait, les démarches de changement de comportement font appel à un processus très long. Il est important de rendre rapidement concret le plan de mobilité, de ne pas s'attarder sur une enquête de diagnostic ou sur une analyse d'accessibilité de site. Et c'est ce que permet la démarche BMA, qui engage les actions concrètes, co-construites, teste des solutions en recherchant l'adhésion des collaborateurs, tout en gagnant en performance en réinterrogeant les modes d'organisation de l'entreprise. Sans tout vous dévoiler sur les avantages de cette démarche, à qui je laisserai la parole à Jean-Luc juste après, je vais vous présenter une petite synthèse du sondage que nous avons réalisé en amont de la webconférence au sujet de BMA auprès des adhérents de la PCC. Alors, vous allez voir que les réponses des personnes interrogées peuvent se découpler en 4 cadres. Le premier, on peut regrouper les questions sur les réponses des participants sur retour d'expérience, ensuite un raccourci de compréhension, un argument crédible et des repères d'appropriation. En fait, BMA, qu'est-ce que c'est pour la plupart des personnes interrogées? C'est un grand flou, une démarche qui pose question. Quelle différence avec un plan de déplacement entreprise classique? Quelle est la plus-value? En quoi est-ce innovant et comment s'approprier cette démarche? C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui et nous espérons qu'avec la webconférence de cette matinée, on va répondre à cet ensemble de questions et c'est pour ça que je vais laisser Jean-Luc continuer pour essayer de vous expliquer cette démarche que nous soutenons depuis donc autant d'années. Merci de votre attention. Merci Christelle et bonjour à toutes et à tous. Alors, moi je voulais, avant de commencer, reprendre la première diapositive. En fait, on y voit quoi? On y voit des objets de transport. Et ce qui est intéressant, c'est que la mobilité, on l'associe toujours à des modalités de transport, à des objets de transport. Et en fait, on n'a pas souvent l'idée de savoir, mais pourquoi les gens utilisent un moyen de transport. Et je pense que c'est en gros l'originalité a posteriori de BMA que d'avoir dit, à un moment donné, plutôt que de parler de solutions de transport, on va essayer de comprendre pourquoi les gens ont besoin de modalités de transport. Et ça sera en gros le fil conducteur de mon intervention, sachant qu'elle va se passer en 2 temps. Je vais reprendre les enseignements de la première vague de BMA, 2013-2016, ce dont Christelle a parlé. On était bien dans une démarche tout à fait exploratoire. Elle s'est achevée en 2016 et depuis, sur 2017-2019, on a essayé d'engager une démarche de prédéploiement et je pense que cette démarche de prédéploiement est suffisamment aboutie pour qu'on puisse nous exposer les résultats en vue d'un réel déploiement, bien entendu.
Alors, les enseignements de la première vague 2013-2016, peut-être rappeler, Christelle disait que ça se passait à Rennes, en Bretagne, et la crise financière de 2008 a eu un impact colossal sur l'industrie automobile rennaise et bretonne, puisque le site de PSA qui comportait, il y a une petite quinzaine d'années, une petite vingtaine d'années, 16 000 personnes, était menacé dans son existence. Et face à cette crise industrielle annoncée, on a émis l'hypothèse que le devenir de l'automobile s'envisageait du point de vue de la mobilité. Alors aujourd'hui, ça peut vous apparaître complètement évident. Si on se remet dans le contexte de 2010, l'automobile, c'était les moteurs et les moteurs et les moteurs. Il y avait un peu d'autopartage, il y avait un peu de covoiturage, mais on était quand même bien sur une dimension très technologique. Et la question pour nous, au niveau territorial, c'était de dire, mais comment fait-on pour maintenir cette entreprise automobile en Bretagne? Peut-être qu'il faut effectivement travailler avec des industriels, notamment sur des mobilités plus décarbonées. On a mis en place ce qu'on appelait le plan véhicule vers Bretagne, c'est-à-dire des véhicules tout numériques, tout composites, tout électriques. Donc là aussi, on apparaissait un peu comme des gens un peu bizarres, puisqu'on commençait à parler de batterie, on commençait à parler de santé publique, peut-être moins d'énergie, mais vraiment de santé publique. Et on s'est dit que ce monde de l'industrie automobile était très 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 lourd à bouger. C'est normal, il existe depuis 1900 pratiquement. Et on s'est dit qu'à l'échelle du territoire, on avait peut-être plus de marge de manœuvre à agir sur la mobilité des gens, des entreprises. Et c'est comme ça qu'on a lancé ce programme avec quelques partis pris, en se disant peut-être que comme on n'est pas des spécialistes de mobilité, mais plutôt de l'innovation et de la transformation industrielle, on s'est dit peut-être qu'on peut comprendre les mobilités justement en partant des activités qui les génèrent. Alors là aussi, aujourd'hui, ça peut vous apparaître évident, mais quand l'ADEME a dû discuter pendant des semaines et des semaines avec les investissements d'avenir, ils ne voyaient pas tellement l'intérêt d'interroger les activités, alors que l'objectif, c'était justement de mettre en œuvre des voitures nouvelles ou des solutions de prestation de services qui allaient plus vers le transport en commun, voire le recours à un certain nombre d'outils tels que l'information voyageur. Donc, ils ne comprenaient pas. Mais ça n'empêche que, grâce à l'ADEME, on a pu obtenir pendant 3 ans la possibilité de regarder justement les mobilités en partant des activités qui les génèrent. Et ces activités, elles sont aussi bien dans une banque, Marc Potel va en parler tout à l'heure, banque, la caisse d'épargne, non pas le crédit agricole, mais ça c'est toujours le côté mutualiste, mais également chez les petits commerçants, mais également chez les personnes âgées, les étudiants, en travaillant avec des entreprises complètement différentes les unes des autres, puisqu'il y avait la Poste, la SNCF, mais également une entreprise de bâtiment. Vous voyez, pendant 3 ans, on a réuni 20 démonstrateurs qui représentaient en fait la grande hétérogénéité du système socio-économique breton. Donc comprendre les mobilités par les activités, mais également comprendre les mécanismes par lesquels les mobilités se transforment. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de changer les comportements. À l'époque, on ne parlait pas de changer les comportements, on disait tout simplement, il va de soi que cette solution qu'on considère comme positive du point de vue expert va être appropriable et appropriée par les gens. Et on se rendait compte qu'entre les discours prospectifs sur les nouvelles formes de mobilité et la réalité de terrain, il y avait des gros écarts. Et on a essayé de comprendre ces mécanismes en se mettant en situation. Et quand Marc Potel va présenter son retour d'expérience, la première réunion qu'on a eue avec Marc Potel, c'était de comprendre les activités d'une banque, c'était de comprendre comment ces activités pouvaient se projeter à 2 ou 3 ans, en se disant, mais si ça se projette à 2 ou 3 ans, est-ce que ça modifie la donne de mobilité? Et on va voir que la mobilité, elle n'est pas forcément là où on l'attendait. Donc, on s'est mis en situation de faire pendant 3 ans. On a réalisé à peu près 60 expérimentations en partant quasiment d'une feuille blanche, et on en a tiré des règles précisément pour manager les mobilités. Avant de vous présenter ces règles, je laisse la parole à Marc pour qu'il vous explique comment cette expérience a été réalisée au niveau de son établissement. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis en charge de la RSE, l'innovation sociétale avec les épargnes Bretagne Pays de Loire.
Et on a fait partie des premières entreprises qui ont participé et contribué, comment dire, à ce projet, comment dire, assez motivant. En fait, comme le dit Jean-Luc, d'une part, ce sont bien les activités qui génèrent des mobilités. On se déplace pour aller au travail, pour ses loisirs, pour faire des courses. Et en fait, on a toujours pensé des réponses en termes d'infrastructure, mais on n'a jamais essayé de les penser en termes d'usage. Ensuite, changer, mais là je suis aussi prof en psychologie sociale et cognitive, le changement ne se décrète pas. Et les conditions du changement passent par le faire, c'est-à-dire les organisations doivent pouvoir créer des conditions pour permettre aux usagers de se rendre compte par eux-mêmes des motivations et des conditions qu'ils peuvent avoir à changer. Ce sont deux grands principes et c'est vrai que le contexte de BMA nous a permis eh bien, de lancer ces expérimentations en s'appuyant sur ce cadre et ces deux grands principes-là. Ensuite, il faut que l'entreprise le comprenne et puis accepte aussi de réunir des conditions et des ressources. Et on a travaillé sur trois expérimentations. Une première autour du vélo assistance électrique. Mettre des banquiers sur des vélos, c'est pas évident. Et là, on s'est appuyé sur une expérimentation en s'appuyant sur ce qu'on appelle des contraintes molles. C'est-à-dire que on a réuni au hasard 6 salariés qui s'intéressaient, comment dire, à cette question-là. Et on leur a proposé de disposer pendant 1 an d'un vélo assistance électrique. Et ils avaient 2 contraintes molles, 2 contraintes symboliques fortes, on va dire, peu de contraintes normatives. La première, c'est s'engager à essayer de l'utiliser 1 jour sur 2. Alors ma direction des ressources humaines juridiques m'a dit, mais Marc, t'es gentil, mais il n'y a aucune contrainte là-dedans. Je dis, si, c'est une contrainte symbolique très, très, très forte. En fait, ce sont les salariés qui s'engagent. C'est-à-dire que l'engagement, c'est quelque chose qui est un moteur relativement puissant pour essayer de comprendre comment on peut changer ou pas. Et la deuxième contrainte symbolique forte, c'était ils s'engageaient à noter tous les jours pourquoi ils l'utilisaient ou pas, y compris j'ai pas envie. Et là aussi, c'est important, c'est-à-dire qu'on permet aux gens eh bien de ne pas faire. Et souvent, ne pas faire, c'est plus compliqué que de faire quand on s'engage dans un processus, et c'est même plus compliqué de refuser de faire. Et c'est pas de la manipulation, hein, c'est vraiment s'appuyer sur la confiance, c'est-à-dire on fait confiance aux gens et on leur dit voilà, vous allez contribuer à quelque chose. Et donc pendant 1 an, ces salariés, on fait du vélo, et ce qui est important, c'est que on a travaillé avec des étudiants parce qu'il y a un suivi, c'est-à-dire qu'on est sur un cadre qui paraît peut-être flou. Non, on a une méthodologie qui est très rigoureuse. On faisait des focus group, des entretiens pour faire le point sur la manière dont ils utilisaient le vélo et puis surtout les raisons qu'ils pouvaient se donner pour continuer. Et en fait, les premières raisons qu'ils ont invoquées n'avaient rien de financier. Pour constater qu'on fait des économies avec un vélo, il faut au moins 6 mois parce qu'on constate que petit à petit, la voiture, on l'utilise moins et que ça a des conséquences financières. On aurait pu constater, parce que j'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens de l'ARS, que c'est pour des raisons de santé. Que nenni, c'est les raisons de santé, on s'aperçoit qu'on récupère mieux et qu'on est mieux, mais aussi avec le temps. Après, ouais, c'est des raisons écologiques. Non, même si les gens peuvent avoir une conscience environnementale. En fait, les premières raisons, c'était des raisons qui relevaient du ressenti et des émotions qu'ils percevaient ou de situations qui ont trait en relation domicile-travail ou travail, et vie privée. Les femmes en particulier ont dit, c'est bien parce que quand je sors du boulot, je prends la voiture, je ne décompresse pas, mais quand je prends le vélo, je laisse le bureau derrière et quand j'arrive chez moi, je suis sereine. J'ai laissé tout le stress derrière moi. Alors vous me direz, dans une société où on prône l'égalité homme-femme, on n'est pas encore au bout. Les hommes invoquaient moins ce motif-là, mais eux, ils se réinventaient des espèces d'itinéraires urbains. Ils reprenaient du plaisir à se déplacer. Et petit à petit, bien sûr, ils ont construit un argumentaire à partir de cet argumentaire premier, qui est vraiment le moteur du changement. Parce que chacun s'est donné et a construit petit à petit son argumentaire. Après, on a constaté qu'on faisait des économies. Après, on a constaté qu'on était mieux. Enfin bref. Et ces premiers expérimentateurs ont été des ambassadeurs. Et en 3 ans, on est passé de 6 usagers à 90 salariés et on a atteint la part modale du vélo.
Bien sûr, il y a eu un accompagnement. L'entreprise, moi j'avais convaincu l'entreprise de dire la participation employeur à l'abonnement transport, on pourrait peut-être la consacrer pour aider les salariés à acheter le vélo. L'ADEME a aussi contribué au financement de cette action-là. Et on a pu négocier avec un distributeur une remise à l'achat de ces vélos-là. Et depuis, eh bien, les salariés continuent soit à acheter des vélos à assistance électrique ou à utiliser les offres qui sont proposées par les métropoles ou les villes. Et aujourd'hui, on est à peu près à une centaine. On a mis en place l'indemnité kilométrique vélo. On va s'inscrire dans le plan de mobilité. Mais en fait, les conséquences ont été un peu génériques. Et on a aujourd'hui 4 vélos en libre-service sur un pôle urbain à Nantes et 4 autres vélos en libre-service, vélos électriques, sur un pôle urbain à Arvaux, à Cesson, près de Rennes. Vous voyez, c'est du temps très long, il faut beaucoup de temps, il faut un suivi et une animation très très régulière, parce que ça permet aussi de fiabiliser, de donner de la rigueur dans l'approche méthodologique et de donner du sens, comment dire, à l'action qui est portée par les salariés. La deuxième expérimentation, on a essayé de combiner l'autopartage et le covoiturage, parce qu'on s'aperçoit, dans le cadre d'un plan de déplacement inter-entreprise, qu'on a des véhicules aujourd'hui qui sont sur des plateformes. Je dis souvent, les véhicules, les salariés, ils arrivent le matin, ils passent la journée sur un parking, ils repartent le soir, et les véhicules de service circulent dans la journée, passent la nuit sur le parking. Le week-end, c'est un peu pareil, les véhicules de service, ils restent sur place, et les véhicules des salariés circulent un sur deux souvent. Et l'idée, c'était de travailler à la préconfiguration d'une espèce de plateforme à partir d'une combinaison des véhicules de service et des véhicules particuliers. On n'en est pas encore là, parce que la notion de propriété d'un véhicule professionnel et d'un véhicule individuel, on est loin du compte. Je pense qu'on y arrivera. On aurait intérêt à y arriver. Mais par contre, on a testé la combinaison de l'autopartage et du covoiturage, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc on est en train de relancer à travers une association qui s'appelle EOP, qui est une plateforme régionale de covoiturage, eh bien, le prolongement de cette expérimentation. Mais là, on est sur du temps long parce qu'on a des réticences liées à la combinaison des représentations que les gestionnaires se font de l'usage de ces véhicules-là et aux représentations sociales et personnelles. C'est-à-dire quelle est l'idée qu'on se fait de la propriété ou pas d'un véhicule, jusqu'où on peut aller partager, parce que symboliquement, le véhicule, souvent, c'est le prolongement du domicile quand il est personnel. Et quand on est sur un travail professionnel, il y a le sentiment de responsabilité du gestionnaire de flotte qui a du mal à se représenter à un usage autre que celui d'un usage professionnel. Donc là, on a encore un peu de travail pour travailler sur ces représentations-là et puis dépasser les expérimentations qui ont fonctionné. Il y a des salariés qui ont dit on pourrait mettre en place une conciergerie pour des sièges auto, des coffres de toit, des remorques. Et la dernière expérimentation qui a très bien fonctionné, eh bien on a des chargés de clientèle dans la banque qui ont des clients entreprises qui passent beaucoup de temps en déplacement, qui devaient rentrer au bureau pour faire des comptes rendus. Et là, pour le coup, on a équipé les 100 gestionnaires de clientèle de tablettes, et c'est la banque qui se déplace chez le client. Et à partir de ce moment-là, on a le catalogue de produits, on a des simulations de financement, et chez le chef d'entreprise, on peut faire un compte-rendu en direct. Alors, il y a tout un tas de cadres réglementaires qu'il faut respecter, il y a des systèmes de sécurisation qui sont à respecter, mais pour le coup, on évite des allers-retours, on est capable de faire des simulations, le chargé de clientèle se déplace chez son client. Il n'y a pas que des effets d'image et de représentation, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui, pour certains, sont très au fait de ces technologies, les utilisent, d'autres parfois un peu moins. Mais il y a une professionnalisation dans la relation, une accessibilité, une proximité, une appropriation, des produits et des services bancaires, et un conseil qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus ouvert, qui va beaucoup plus dans l'approfondissement de la relation. Et la conséquence, c'est qu'on limite considérablement les mobilités et les trajets en aller-retour. Donc là, on est sur un travail en mobilité. Ça a préfiguré
un accord qui a été signé, et là on ne parle plus de télétravail, mais on parle de travail distancié ou de travail pendulaire. Donc il y a eu aussi une adaptation de la représentation et de la vision de la direction générale en disant, ben voilà, si on veut faire à la fois des économies et puis, comment dire, faire évoluer la relation client-banquier, pour faire en sorte que le tout numérique n'est pas une réponse, mais le tout agence n'en est pas une non plus. Et donc, on est en train de travailler et d'approfondir la combinaison de cette approche-là de la banque en mobilité. Voilà, et je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, parce que je suis très bavard, excusez-moi. Alors, Marc n'est pas bavard, c'est un expérimentateur né. Et quand il disait qu'il était professeur de psychologie sociale, effectivement, toutes nos approches ont une forte coloration dans le domaine de la psychologie sociale. Et notre stratégie, effectivement, c'est bien l'individu, mais non pas du point de vue de sa tête, mais du point de vue des activités qu'il réalise. Et c'est un petit peu là notre différenciation par rapport à certains types d'approches. Alors vous retrouverez, en gros, les différentes démarches de la Caisse d'épargne dans Booster de mobilité augmentée avec un web documentaire, mais vous avez également d'autres web documentaires pour l'entreprise Cardinal dans le domaine du bâtiment, pour Grand Quartier, la route du meuble. Je pense qu'il y a eu également la COP de construction, qui est un promoteur immobilier. Enfin, vous trouverez dans ces web documentaires des évocations extrêmement précises sur qui a fait quoi et quels sont les résultats. Alors, une fois qu'on a réalisé ce 60 expérimentations, en fait, on en a tiré ce qu'on a appelé un manifeste, et de ce manifeste, on en a tiré, on a énoncé à peu près une dizaine de points clés pour franchir justement le mur des problématiques de changement. Et dans cette diapo, travail sur les représentations, vous avez à peu près la synthèse de 60 expérimentations ou 3 ans de boulot. Hein, je vous rappelle, on est parti d'une approche un peu globale, et puis en fait on s'est frotté au terrain, et en fait c'est cette friction au terrain qui nous a fait cheminer pour arriver à ce type de formulation. Premier point, et si finalement la mobilité était la conséquence d'un mode de réalisation ou d'organisation des activités? Est-ce que par moment, nos déplacements ne sont pas le symptôme de dysfonctionnement organisationnel? Et dans le dernier exemple que Marc a signé sur les chargés de clientèle, en fait, on est vraiment là sur ce lien activité, non pas professionnelle, mais activité de l'entreprise, déplacement consenti ou pas consenti, mais comment on réinterroge les deux au bénéfice du client qui, lui, n'a pas le temps de se déplacer, donc on est obligé d'aller le voir, mais si vous prenez le pendant du client entreprise, c'est nous, les particuliers, la banque en ligne, ça pose d'autres problèmes de relation entre la banque et le client. Donc, mobilité liée à l'activité. Si la réponse pouvait se jouer alors en interrogeant à la fois les modes d'organisation de l'activité et le process de réalisation de l'activité. Et là, on voit bien qu'on n'est plus dans les solutions de transport uniquement, même si par moment elles sont obligatoires, enfin elles sont nécessaires, mais là on donne un nouveau champ en disant, mais si on réinterroge cette activité du point de vue de son organisation, de sa réalisation, peut-être que l'équation de la mobilité, ce ne sera pas uniquement des réponses de transport ou de déplacement. Donc, à partir de champs plus ouverts que ceux du transport, pour réguler les activités, pour promouvoir ou pour amplifier les interactions entre les activités et les mobilités, et puis, objet central, l'engagement des individus et des collectifs à construire, puisqu'on l'a constaté assez rapidement, et tout le monde le sait, si on n'a pas l'engagement des gens, on a beau écrire des papiers, ces papiers resteront des papiers, et les gens continueront à faire ce qu'ils font. Donc, finalement, on est dans cette logique de l'engagement, et à l'échelle d'une entreprise, ça veut dire qu'à partir de ces principes, on arrive à avoir un cadre de réflexion qui nous permet d'avoir une réflexion extrêmement personnalisée des problématiques. Alors, on avait, à la fin de l'année 2016, schématisé l'ingénierie d'intervention à travers ce schéma, 3 temps. Premier temps, il faut bien fixer un cap. Et donc, on avait dit, en gros, avec une entreprise, ça dure à peu près 3 mois. Le temps 2, c'est ce qu'on a fait dans BMA pendant 3 ans, c'est-à-dire les expérimentations, c'est-à-dire créer un effet de démonstration, le vélo, le covoiturage, le changement de pratique des commerciaux, enfin faire quelque chose pour montrer aux gens ou à l'organisation que les choses sont possibles. Et puis au bout de 18 mois, en gros, faire le bilan de manière à organiser cette fonction de management des mobilités pour avoir quelque chose d'à peu près récurrent. Et donc c'est cette ingénierie d'intervention
qu'on a également un peu raffiné en disant, mais en gros, ce qui se joue pour pouvoir opérer cette montée en compétences, pour acquérir cette compétence en management de la mobilité, ben, ça se joue en 5 paliers. Un premier palier qui consiste à faire un premier pas, en analysant les activités des mobilités pour engager le collectif à entreprendre quelque chose. Le palier 3, ben, fixer le cap, c'est-à-dire une petite équipe dans l'entreprise pour commencer à faire cette démarche. Et puis la dernière étape, l'étape 3, qui consiste précisément à organiser le management des mobilités. Et donc derrière ces principes, dès 60 expérimentations, on a édité un certain nombre de supports méthodologiques. Une plateforme collaborative existe avec des cours en ligne pour accompagner justement l'entreprise dans cette acquisition de compétences. Et à l'issue de cette première vague, on s'est dit, nous on sait le faire, sauf que quand on est expert dans l'entreprise n'a pas forcément acquis les compétences pour faire, et on s'est interrogé à partir de 2017 sur comment rendre comment une démarche BMA sans les initiateurs de BMA. Et on a, avec l'ADEME, travaillé sur quelques territoires pionniers pour déterminer les conditions d'implémentation de cette démarche d'ingénierie, en partant des pratiques des acteurs. On est toujours dans la même schématisation, c'est-à-dire qu'on n'impose rien, on part de ce que les gens font, et en observant ce qu'ils font, comment introduire dans leur pratique des éléments un peu de méthode pour qu'ils se les approprient, pour que ce soit eux qui réalisent réellement leur propre changement. Donc territoire pionnier, comme pour BMA Bretagne, c'est-à-dire dans des endroits extrêmement contrastés, entre la Martinique et la Normandie, il y a peut-être la mer autour, mais c'est quand même pas du tout les mêmes conditions. Entre la Nouvelle-Aquitaine et Toulouse, c'est pas non plus forcément les mêmes caractéristiques et conditions. Donc on a pris des choses très contrastées et on n'a pas du tout imposé notre méthodologie, on a essayé de s'inscrire dans les pratiques des personnes avec lesquelles on discutait. La démarche exploratoire qu'on a conduite à l'échelle de l'entreprise, c'était j'observe, j'analyse, je construis pour activer des choses de mise en œuvre. Et sur la base de cette schématisation en 3 temps, donc vous imaginez un conscient mobilité qui approche une entreprise, en fait avait pour objectif de tester cette grille, observer, analyser, construire, activer, pour savoir si on déclenchait quelque chose. Dans le sondage tout à l'heure, on a vu que certaines personnes admettaient ou constataient qu'il était très compliqué d'engager une entreprise à réaliser un plan de mobilité. Rappelez-vous, 20 000, 30 000 entreprises doivent les réaliser depuis le 1er janvier 2018. Sur les 20 000, 30 000, il y en a quelques milliers, et sur les quelques milliers, bien souvent, c'est un exercice purement administratif. Et on voit bien que, alors que la mobilité est une donnée clé en termes de performance, en termes d'innovation, on voit bien qu'on a du mal à accrocher l'entreprise. Et le but de cette démarche exploratoire, c'était justement de savoir si on arrivait à enclencher, en dehors de la Bretagne, dans d'autres endroits, avec d'autres personnes, si on arrivait à enclencher un meilleur score pour entraîner des entreprises à se lancer dans la démarche. Alors pour pouvoir réaliser ce travail exploratoire, on a réalisé une plateforme d'intervention, dont là vous avez l'image, c'est-à-dire qu'on part bien des activités de l'entreprise, et à partir de ces activités, on va essayer de reconstituer tous les flux de mobilité qu'elle génère. Et on voit bien que les flux de mobilité qu'elle génère, c'est des flux de mobilité liés à son activité propre. Tout à l'heure, si on devait prendre l'exemple de la banque, la banque, elle a des relations avec ses clients, mais en interne, il y a plein de relations entre les services, entre des agences. Ça, c'est de la mobilité interne. La mobilité fournisseur, la mobilité pendulaire, et puis on a également à prendre en compte l'impact de la mobilité sur le territoire qu'on a qualifié de RSE. Et donc cette plateforme, en fait, on l'a mise à disposition des conseillers dans chacun des territoires pionniers. Sachant que cette plateforme, on en a fait une version il y a à peu près 18 mois en partant de l'expérience de BMA première vague. Et puis rapidement, quand on a commencé à discuter avec les entreprises et les conseillers, on s'est aperçu que notre parti pris qui consistait à faire de cette plateforme une espèce
des missions oui, un peu interactives, scientifiques, pour donner le côté un peu sympathique. En fait, on s'est aperçu que ce côté-là n'était pas du tout opérant et que l'entreprise voulait un résultat assez immédiat. Et donc, ça nous a un peu perturbé dans notre approche. Et comme pour BMA première vague, on a rapidement rebondi en disant, mais oui, d'accord, ça ne remet pas en cause l'ingénierie, ça remet en cause tout simplement les modalités, et il faut aller beaucoup plus vite dans le sujet. Et cette plateforme, qui fera l'objet d'une présentation plus précise le 2 juillet prochain, en fait, vous considérez que, en fait, elle vous permet de naviguer entre comment j'analyse mes activités pour mieux appréhender les mobilités. Et les mobilités, c'est toute cette partie orange. On voit bien qu'elles sont multiples et variées, pour que rapidement, on puisse construire des plans d'action pour impulser la transformation. Et ce point 4, impulser la transformation, c'est ce qu'on a précisément fait dans la première vague avec la caisse d'épargne. En fait, de 0 à 3, on l'a fait d'une manière un peu personnalisée. On n'avait pas d'outils, en fait, on l'a fait par approximation. Le 4, on l'a très fortement modélisé. Et l'objectif de cette plateforme, c'était de donner la possibilité à des conseillers en mobilité, privés, publics, d'aller plus vite pour faire ce lien entre activité et mobilité dans une organisation, en donnant la maîtrise à l'organisation de cette démarche, qui est une démarche d'apprentissage. Et donc, pour pouvoir naviguer de 0 à 4, en fait, vous imaginez un plan de parcours qui est subdivisé donc en 1, 2, 3, 4, et pour chaque 1, pour chaque 2, vous avez des modules qui vous permettent, par exemple, pour analyser les mobilités, de partir de ce qu'on va appeler la carte d'identité de l'entreprise, en essayant de comprendre ses portefeuilles d'activités, en essayant de repérer les mobilités générées par les instances dirigeantes et les services supports, et puis donner un premier aperçu sur comment est organisée la mobilité dans cette entreprise. Et donc ça, c'est indispensable si on veut passer à l'étape 2, c'est-à-dire comprendre les mobilités générées par les activités. Et donc, quand on est dans cette étape 2, dans ce point 2 ici, répertorier les activités, ben, pour chaque bloc orange, on a des parcours personnalisés. Par exemple, si on doit analyser l'activité service ou bancaire ou aux entreprises, eh bien, on va faire la carte d'identité de ce service, on va reconstituer sa chaîne de valeur, de manière à pouvoir cartographier les flux de mobilité, et à partir de là, on a les éléments qui permettent de dire, mais entre ces déplacements physiques ou ces mobilités numériques, qu'est-ce qui se joue et comment peut-on améliorer les choses pour plus de performance. Et on s'est aperçu que quand on commence à rentrer dans ces logiques de chaîne de valeur, qu'à peu près 80% des ajustements étaient d'ordre organisationnel pour éviter des déplacements dysfonctionnels, donc qui coûtent très cher, au service précisément de l'innovation. Alors vous avez également, au niveau des instances dirigeantes, des menus spécifiques pour comprendre leur mobilité, en sachant qu'au niveau des instances dirigeantes, la mobilité, ça va plus se jouer sur le temps, la qualité de travail, et ce sont des gens qui généralement se déplacent beaucoup, et là, le travail en mobilité est quelque chose d'important, et généralement, les dirigeants n'ont pas forcément conscience du temps passé dans les déplacements, parce qu'il va de soi que pour eux, c'est nécessaire et c'est une nécessité. Et quand on commence à donner quelques chiffres, là, les gens se rendent compte qu'effectivement, ce qui vaut pour eux vaut également pour les salariés, et que en revisitant un peu les modes de fonctionnement, individuels ou collectifs, on peut gagner également beaucoup de confort. Alors vous avez également les services support, et dans les entreprises, ils sont de plus en plus nombreux. Et là aussi, en repartant des activités de chacun des services, en essayant d'estimer comment les kilomètres parcourus, on arrive à pointer des marges de manœuvre possibles. Alors on parle aujourd'hui beaucoup de pendulaire, et je donnerai un exemple tout à l'heure. Le pendulaire, on l'a également traité, mais peut-être moins du niveau domicile-travail que du point de vue travail-domicile. Hein, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, on a également ces modules RSE, et puis on est capable également de faire des zooms extrêmement précis sur les mobilités clients et les mobilités fournisseurs.
Donc tout ça, ça veut dire qu'on va implémenter la base à partir de questions. Au fur et à mesure qu'on implémente la base de réponse aux questions que l'on pose, on va fabriquer des livrables qui sont soit un poster, c'est-à-dire une communication un peu générale pour dire aux gens de l'entreprise, bah, la mobilité, c'est pas qu'une question de bouchon, regardez, il y a plein de choses qui se passent. On va également fabriquer des slides, et je vous montrerai tout à l'heure, de manière à pouvoir interagir avec des collectifs. Et puis, ce qui est la partie grise, là, on va fabriquer en temps réel le plan de mobilité. Alors, le poster qui est actualisé en temps réel, il a cette forme-là. Hein. Par exemple, c'est une entreprise qui a 400 collaborateurs et qui réalise 380 millions de chiffre d'affaires. Et la démarche qui est enclenchée montre qu'il y a 64 actions qui ont été imaginées par des collectifs pour tenter d'améliorer les mobilités. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne un indicateur extrêmement simple à comprendre et ça permet, là aussi, d'informer un maximum de gens. Le mode comment pour poser les questions, en fait, c'est un mode qui est celui d'un chat. Vous voyez, on pose des questions, là, quel est le métier de votre entreprise? Et les gens répondent tout simplement crédit bancaire et assurance. Ensuite, il y a toute une série de questions qui sont posées de manière à produire, au bout d'une dizaine de questions, un écran de synthèse. Là, c'est la carte d'identité de l'entreprise qui s'appelle Ouest Crédit Expansion, qui est un cas fictif, et qui permet aux gens de se dire « Ok, c'est bon, on est d'accord sur cet écran de synthèse, et ça veut dire qu'on peut continuer la démarche. Et puis, si on ne sait pas répondre à telle ou telle question, alors ça sera marqué quelque part, et on se donnera les moyens d'aller chercher des réponses un peu plus tard. » Et en parallèle, on va renseigner le plan de mobilité en temps réel. Et vous voyez ce qui était écrit dans la slide. Là, elle est inscrite dans la partie grise. C'est-à-dire que là, on a transformé une slide en des mots, en des phrases, pour faire rapport. Donc, mine de rien, ça peut paraître simple comme ça sur l'écran. Je pose des questions, j'ai des écrans de synthèse. Ces écrans de synthèse, je les valide, et ces écrans de synthèse, une fois validés, je les transforme en phrases. Bah, tout ça, c'est à peu près 15 millions de lignes de code, en sachant que quand on passe des réponses à la slide ou au plan de mobilité, aux phrases, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose de trop standardisé, et donc on a travaillé énormément sur des variantes, et surtout en donnant la possibilité aux gens qui font l'exercice de personnaliser vraiment à leur propre situation. Alors, une fois qu'on a à peu près testé dans une cinquantaine d'entreprises différentes, dans des lieux complètement différents, ce principe, une plateforme qui permet aux gens de reconstituer leurs activités, leur mobilité à partir des activités, puis à commencer à déterminer des marges de manœuvre. On l'a fait donc pendant 18 mois, et aujourd'hui, on peut dire que si on veut vraiment enclencher une démarche dans une entreprise en un temps court, pour donner justement le temps au changement, une fois qu'on est dans la partie 4, c'est-à-dire j'entreprends les transformations, en fait, l'ingénierie d'intervention telle qu'on l'a stabilisée, ça consiste tout simplement à travailler au maximum de journées avec une entreprise pour faire cet état des lieux de la mobilité à partir des activités. Et on arrive à fournir, vous verrez, je vous le montrerai tout à l'heure, 3 indicateurs en disant, mais pour cette entreprise, quelle est la volumétrie du flux de mobilité dans le fonctionnement ordinaire de l'entreprise. Le deuxième critère qu'on a extrait de toutes ces questions, de toutes ces réponses, c'est quel est le niveau d'exposition à ne pas manager la mobilité en prenant en compte des facteurs externes ou internes. Alors, les facteurs externes, c'est si j'habite à Toulouse ou à Rennes, je ne serai pas impacté par l'environnement en matière de mobilité que si j'habite à Ploumilliau dans les Côtes d'Armor où il y a 2000 habitants. Et donc, il y a bien des facteurs externes qui vont agir sur la mobilité de l'entreprise, mais il y a également des facteurs internes. Par exemple, au niveau de la caisse d'épargne, il y a plusieurs sites. Et il est évident que quand j'ai une entreprise qui travaille sur plusieurs sites, sur des marchés nationaux avec beaucoup de clients, ben, l'impact des facteurs externes sur la mobilité sera différent que si je suis le boulanger du coin. Et puis le dernier point qu'on arrive à proposer
à l'issue de cet état des lieux, ben, c'est d'évaluer un niveau de maîtrise sur le management des mobilités. Et à partir de là, ben, ça nous donne, si vous voulez, des choses extrêmement précises pour dire, ben, si vous voulez maintenant qu'on aille un peu plus loin pour corriger ou pour améliorer, à ce moment-là, ben, peut-être qu'il faut aller sur le pendulaire, peut-être qu'il faut aller sur les clients, peut-être qu'il faut regarder les fournisseurs, peut-être qu'il faut approfondir telle ou telle activité. On n'est pas obligé de tout faire en même temps, mais pour commencer à réguler ces activités à partir de nouvelles ressources de mobilité. Et cette ingénierie d'intervention stabilisée, comme je vous le disais, elle permet de produire un plan de mobilité évolutif en temps réel, avec le premier chapitre, l'état des lieux, le deuxième chapitre, les flux de mobilité traités, et ça donne le chapitre 3, un plan d'action. Alors là, c'est les indicateurs de synthèse du chapitre 1. Donc là, ils ne sont pas encore finalisés, là, ils sont faits manuellement. Je parlais tout à l'heure de volumétrie. Par exemple, pour cette entreprise, ben, la volumétrie des kilomètres recensés, c'est de l'ordre de 4 millions dans une année. Alors 4 millions pour une entreprise de plusieurs centaines de personnes, c'est beaucoup. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on a traduit ces kilomètres parcourus en équivalent temps plein. Et là, on sait par exemple que ces kilomètres parcourus nécessitent à peu près 22 équivalents temps plein dans une année. Que ça équivaut à peu près à 4800 journées de travail. Et si on doit donner un autre point de repère, en termes de chiffre d'affaires, ben, l'enjeu est de l'ordre de 1,8 million. Et donc, dans notre catégorisation, eh ben, la volumétrie est substantielle. Dans certains cas, elle sera excessive, dans d'autres cas, elle sera marginale. Mais le fait de dire substantielle, c'est intéressant parce que ça permet de pointer un enjeu que l'on va corroborer avec le niveau de sensibilité de l'entreprise à des facteurs externes et des facteurs internes. Et là, dans le cas de cette entreprise, ben, les facteurs externes constituent un frein à la mobilité de l'entreprise et les facteurs internes, un frein également. Et puis, si on extrait de toutes les réponses un niveau de maîtrise, on s'aperçoit que sur l'organisation des déplacements, la gestion des ressources de mobilité ou le numérique, ben, on est au minimum, on n'est pas encore au stade de piloter. Et donc ce chapitre 1, ben, une fois qu'il est étayé et une fois qu'il a été renseigné par les gens de l'entreprise, ben, ils ont une maîtrise à la fois de raisonnement et d'analyse qui leur permet de dire, ben, maintenant je vais aller effectivement approfondir quelque chose. Et par exemple ici, on a approfondi le chapitre pendulaire. Et ce que vous voyez ici, c'est ben, le résultat d'une cinquantaine de questions sur aujourd'hui le pendulaire en termes d'organisation. Si on essaye de préciser quelques données et si on essaye de pointer les initiatives, voilà comment on peut le synthétiser. Et puis, si je vais un peu plus loin, je vais m'apercevoir que cette entreprise, elle a des priorités, et ces priorités ne sont pas forcément en adéquation avec ses actions. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et à partir de là, on va essayer de proposer des leviers d'action pour réinterroger justement la politique pendulaire de l'entreprise, et par une série de propositions, de cartes à jouer qui concernent à la fois l'organisation du travail et également les modalités de déplacement, on va pouvoir progressivement dire, mais effectivement, la politique pendulaire de cette entreprise, au bout de quelques séances de travail, elle pourrait être celle-là. Et si c'est celle-là, alors on a des données d'entrée pour commencer à travailler sur des actions concrètes avec des salariés. Alors de nouveau, hein, j'approfondirai ces modalités plus précises la semaine prochaine, mais là j'aimerais bien que Guillaume Raffier de Soprasteria nous dise comment il a perçu cette méthodologie, puisque cette méthodologie elle a été expérimentée dans son entreprise en début d'année avec une quinzaine d'étudiants. Et ces étudiants, donc, qui sont des spécialistes en mobilité de Toulouse, Jean Jaurès,
En fait, ils ont appris en fait, une nouvelle manière de poser les problématiques de mobilité. Et pour Sopra, ça a permis de mobiliser beaucoup de gens en très peu de temps pour faire ce chapitre 1. Et aujourd'hui, ce chapitre 1 les aide précisément à fabriquer un plan de mobilité. Oui, bonjour. Donc, je me présente Guillaume Raffier, donc je travaille chez Soprasteria, donc une entreprise du service numérique. C'est principalement de l'activité qui est dématérialisée sur ordinateur. On est arrivé donc du coup d'un constat où on s'est rendu compte qu'on avait donc des solutions de covoiturage, plus ou moins une bonne desserte en transport en commun, une communauté vélo qui était en développement, une infrastructure qui était existante, mais beaucoup d'actions mises en place à travers les années, aucune cohérence au final dans la mise en place d'un plan de mobilité. Et donc, on avait une nécessité de mettre en place ce plan de mobilité, comme la loi l'oblige, et donc de mettre en place un diagnostic. Pour cela, donc, on s'est accompagné de BMA. On a vu ça comme une expérience assez novatrice, car on part en fait d'un principe qu'un diagnostic pour un plan de mobilité, il va reposer uniquement sur du déplacement pendulaire et du déplacement professionnel. Là, on est allé plus loin, car on a analysé les activités pour en déduire du coup les problématiques et les enjeux des mobilités. Comment on a fait ça? Donc, on a travaillé donc avec les étudiants de l'université Jean Jaurès, où nous, en fait, au sein de l'entreprise, on a recherché donc des responsables des différentes activités pour avoir au final un panel le plus représentatif possible des activités de l'entreprise et à la fois aussi du domaine RSE et des questions sur les déplacements pendulaires et professionnels. Donc, on a interrogé toutes ces différentes entités de l'entreprise et ce qui est intéressant justement, c'est qu'on est un peu sorti des sentiers battus où on a fait bouger un peu les lignes car trop souvent, les responsables des activités ne jugent pas forcément en fait l'impact que la mobilité ou les déplacements peuvent avoir sur leurs activités. Et à travers du coup cette plateforme donc, que vous a présenté Jean-Luc Hannequin, en fait, on a amené tous ces responsables des activités à se poser des questions, à se questionner sur l'impact que ça a, la mobilité. Est-ce que ça, c'est pris en compte directement sur le calcul ou le coût d'une activité? Et donc, en fait, à travers ça, donc, on a construit justement tout ce référentiel sur la carte d'identité de l'entreprise et la carte d'identité des activités de la structure. Ce qui nous a amené du coup voilà, à renseigner directement en fait un plan de mobilité en temps réel, donc au fur et à mesure des entretiens. Et aujourd'hui, donc, on en est, si je reprends un peu les différentes pistes que Jean-Luc a présentées tout à l'heure, donc à la piste 3 qui va être l'analyse des pistes à travers donc, les indicateurs de synthèse et donc du coup ces cartes à jouer qui relèvent en fait les pistes à prendre en compte par les différentes typologies d'activités. Donc, qu'est-ce que ça nous a apporté, nous? Ça nous a apporté donc un nouveau regard, en fait, déjà sur nos activités, donc à peut-être remettre en cause certaines activités. Quand nous, on travaille énormément en fait avec des clients qui sont soit situés en région, soit situés national, voire international. Et même si on a une activité qui est essentiellement dématérialisée, on a quand même énormément de déplacements justement pour des rendez-vous clients ou autres. Et donc, on va peut-être questionner aussi ce modèle à travers justement beh, cette analyse qui a été faite à travers BMA. Et donc voilà, pour la suite, ça nous a permis d'élaborer un plan d'action, ou du moins une ébauche de plan d'action sur les mobilités. Et donc on travaille en partenariat donc avec BMA et avec l'autorité organisatrice des transports du secteur toulousain, justement à continuer cette mise en place et ce rapport qui a été fait par BMA sur l'élaboration d'un plan d'action avec des nouvelles pistes à mettre en œuvre. Voilà. Donc merci. Je crois qu'on ne t'entend pas, Jean-Luc, tu as dû couper ton micro. Oui, là, c'est meilleur, excusez-moi.
Oui, donc merci Guillaume pour ce retour d'expérience. Je disais que ça n'a pas été une mince affaire parce qu'on s'est retrouvé avec une dizaine de cadres de Soprasteria sur un après-midi avec 15 étudiants qui découvraient la plateforme. Donc on s'est mis dans des conditions assez inconfortables. Et puis le miracle des choses, c'est qu'à un moment donné, tout ça, ça se met bien en mouvement, parce que les gens sont engagés, tout simplement, parce qu'ils ont un cadre partagé, parce qu'il ne s'agit pas de faire un diagnostic pour faire un diagnostic, mais pour avoir une vision à peu près partagée, et à quelques petits couacs près, techniques, où il fallait faire de l'assistance technique, on a pu aboutir à quelque chose d'assez concis et d'assez représentatif de ce que pensaient les gens. Sauf que ce qui était dit était capitalisé, donc partageable. Et moi, j'insiste sur ce côté partagable, puisque au fur et à mesure qu'on avance, les réponses s'enrichissent, la prise de conscience est de plus en plus partagée. Et par exemple, hier soir, on avait une réunion avec 3-4 personnes de chez Sopra, où moi, je jouais tout simplement le rôle de questionneur, en fait. C'est pas un rôle d'expert, c'est vraiment un rôle de je questionne, je sais quel type de questions je dois poser. Ils arrivaient à... C'est pas qu'ils arrivaient, en fait, ils proposaient, ils affinaient des pistes d'action. Mon rôle étant peut-être de dire, attention, cette piste que vous avez écartée, peut-être que vous pourriez quand même la prendre en compte en la mettant dans un autre contexte. Et donc, chemin faisant, il y a un partage qui se crée. Et je crois que demain, il y a la présentation de ce plan, non pas BMA, mais de plan Soprasteria au groupe. Et là, c'est un gros enjeu, y compris pour les gens de Toulouse qui le présentent au groupe, parce que tout ça n'est pas forcément encore tout à fait stabilisé. Et je pense que une des clés de réussite de l'engagement, c'est justement de partager, non pas une aventure, mais de partager un défi dont on a pointé l'enjeu. Et peut-être que c'est comme ça qu'on peut, non pas conclure cette matinée, mais d'avoir dit, OK, maintenant, la question de partir des activités pour déterminer les mobilités, ça c'est acquis. Le fait de jouer sur les activités pour transformer les mobilités, qu'elles soient physiques ou numériques, on a à peu près les repères. La question de savoir comment on s'y prend dans l'entreprise, à partir de quel guide, on sait à peu près. La plateforme est à peu près stabilisée. Reste la question, et ce sera le sujet du 2 juillet, reste la question de comment des professionnels peuvent s'approprier ce dispositif, qui ne remet surtout pas en cause leur métier, mais qui permet peut-être d'élargir comment le champ des possibles dans des logiques d'engagement des entreprises pour les rendre véritablement actrices ou acteurs de leur propre changement. Donc voilà cette première session. Alors vous retrouverez une bonne partie des témoignages sur la plateforme Booster de mobilité active, ou augmentée, comme vous voulez. Et puis on va maintenant, avec l'équipe, répondre à vos questions. Merci Jean-Luc, et puis merci à tous les intervenants. Alors j'ai noté 2 questions. La première, je pense que Jean-Luc, tu vas pouvoir y répondre. Est-ce que cette méthode peut s'appliquer à une démarche collective interétablissement? Alors moi, je connais déjà en partie la réponse, puisqu'on l'avait testé sur le territoire de Sophie Antipolis, où nous avons un plan de déplacement interentreprise. Mais je vais te laisser la main pour répondre à cette question. Oui, bien entendu. Alors, interentreprise, bien entendu. Alors quand on est sur le site de la Caisse d'épargne de Rennes, on décide de le faire. Il y a 4 ans, le côté interentreprise, on n'y est pas arrivé parce que justement, on n'avait pas de méthodologie. Et en fait, l'idée, c'était d'échanger des idées. Et en fait, on sait très bien que les idées des uns ou des autres ne sont pas forcément convergentes parce qu'on est dans des contextes différents. Là, le gros intérêt du collectif sur une zone, c'est de dire, par exemple, et si les entreprises se donnaient, les volontaires, au moins une journée chacune pour faire l'état des lieux, chapitre 1, de manière à partager leur propre état des lieux. Et là, on va commencer à s'apercevoir que les situations problèmes rencontrées par les uns ou par les autres sont peut-être identiques. Et le fait de dire, mais en fait, on vit à peu près les mêmes situations problèmes, du point de vue de nos propres activités, ça veut dire que du point de vue de nos propres activités ensemble, on peut sans doute construire des débuts de réponse qui vont être argumentés par rapport à ce diagnostic.
Donc on ne l'a pas fait de manière systématique, mais on sait aujourd'hui que ce qui peut être fait à l'échelle d'une entreprise peut être fait à l'échelle d'un collectif d'entreprises. Et quand on parlait tout à l'heure du pendulaire, la carte, par exemple, qui s'appelle vélo, ça peut être partagé entre plusieurs entreprises. On l'a vu tout à l'heure avec la caisse d'épargne. Mais, vous savez, depuis les Gilets jaunes, le gouvernement a octroyé aux gens la possibilité de donner des primes pour changer des véhicules qui sont très polluants. Je prends l'exemple de Sopra, sans trahir de secret. Sur les 2000 personnes, il y en a un bon nombre qui utilisent leur véhicule personnel. Et la question qu'on pose dans notre démarche, c'est de dire, mais vous, entreprise qui utilisez d'une certaine manière les véhicules de vos salariés, est-ce que vous êtes assuré comment elles étaient cotées en termes de critères? Et donc là, on n'a pas de réponse. Et quand on sait que dans les zones denses, la pollution peut justement éviter interdire des déplacements, on voit bien que tout ça, ça se traduit par des jours de production potentiels en moins. Et donc, si on agit sur les véhicules à l'échelle d'une zone en disant, mais comment peut-on organiser des coopératives d'achat dans des logiques concertées pour aider les salariés à acheter des véhicules d'occasion propres? Et si on accompagne tout ça par des mesures de type écomobilité, prévention routière, alors on peut créer justement un effet dynamique de prise de conscience, mais qui est surtout utile pour les gens, parce qu'à un moment donné, ils savent très bien que leur bagnole, qui est une poubelle, sera interdite. Et donc là, on est dans une logique interentreprise. Alors, quand je dis ça à Sopra dit, mais non, c'est pas notre métier, ils ont raison. Par contre, quand je dis à Sopra, mais peut-être qu'avec les entreprises de votre zone et TICO, là, il peut y avoir peut-être de la concertation en essayant de jauger l'enjeu, et rapidement, on peut le jauger en disant, mais c'est peut-être 2000, 3000 personnes pouvant être concernées. Et sur ces 2 ou 3000 personnes, si on se donne un plan d'action sur 3 ans pour créer des facilitations, là, peut-être qu'on peut avoir une prise extrêmement utile à la fois pour les individus, également pour les entreprises, également pour la zone. C'est un exemple, mais on pourrait prendre la même chose, par exemple, au niveau des commerçants d'une même zone d'activité, où là, ce sont les clients qui se rendent dans les boutiques, dans les zones commerciales, et là, le côté interentreprise est clé, justement, pour comprendre les enjeux de la mobilité augmentée des clients par Internet, qui se fait au détriment des déplacements dans les zones d'activité. Et cette réflexion, elle est nécessairement collective, parce qu'elle va jouer sur l'évolution même du métier de commerçant. On voit bien que la mobilité, là, elle n'est que la conséquence d'un changement de comportement de clients massif. Et si les commerçants ne se mettent pas à introduire de nouvelles manières de réaliser leurs propres activités et la relation commerciale, ils vont rapidement perdre la main, et perdre la main au niveau d'une zone d'activité ou d'une zone commerciale. On voit déjà, c'est moins de boutiques ou des boutiques fermées dans certains complexes, et des boutiques fermées dans des complexes, c'est rapidement des zones qui dépérissent. Donc il y a un enjeu économique fort pour tout le monde. Merci Jean-Luc. Pour essayer de respecter le timing, je vais passer la parole aussi à Guillaume. Une question pour Sopra Steria. Combien de personnes ont été impliquées dans votre entreprise pour analyser les activités? Ce qui s'est passé, voilà, c'est qu'on avait on avait un groupe d'étudiants qui nous accompagnaient pour la réalisation des entretiens à travers la plateforme. Et donc, nous, on a passé la première partie, en fait, avant de les recevoir, à analyser donc, les différentes activités, typologies d'activités qu'on pouvait soit séparer, soit mettre ensemble. Et donc, du coup, il me semble qu'il y avait donc 4 activités. Après, une entité dirigeante, un RH, RSE, et après, tout ce qui concernait le pendulaire. Donc, on a été 8 intervenants. Donc, ça a nécessité 8 personnes en fait dans l'entreprise, souvent les responsables des activités, les responsables des différentes entités de l'entreprise, et puis après, voilà, toutes les thématiques autour des mobilités pour l'entreprise. D'accord, merci. Donc on sait par retour d'expérience, on l'a vu aussi sur les autres expérimentations,
que c'est une démarche de toute façon qui demande de l'investissement de la part C'est ça. des personnes au sein de l'entreprise. C'était la problématique au départ et on a dû du coup convaincre que déjà présenter cette démarche avant même du coup que les étudiants viennent faire les entretiens et convaincre du coup les différentes entités de l'entreprise que cette démarche du coup avait voilà une nécessité pour nous et du coup un but qu'aujourd'hui on est assez fiers de pouvoir présenter demain. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai une dernière question pour la caisse d'épargne pour Marc. Après la première expérimentation, continuez-vous à remettre sur le tapis l'analyse de vos activités avec la nouvelle Alors, on plateforme? continue, oui, l'analyse de nos activités. Là, on est en train de finir ce premier cycle avec BMA. Donc, avec les nouveaux plans de mobilité, oui, on va se mettre sur la nouvelle plateforme. Enfin, on va poursuivre la démarche. Tout simplement parce que, comment dire, cette démarche d'analyse de la mobilité, c'est une démarche permanente. On est sur des... Ce que les acteurs ont du mal à comprendre, c'est qu'on est sur des situations dynamiques. Là, sur le site de Cesson, on a par exemple un nouvel élément qui va bousculer concernant les mobilités, c'est qu'on a le terminus de la deuxième ligne de métro. Donc ça, c'est important. Il y a eu, je pense, à peu près 2 à 3 000 salariés qui sont arrivés sur la zone plus des habitations. Donc là, il y a un plan de déplacement inter-entreprise. Donc là, on va repartir sur une nouvelle vague, sur un nouveau cycle, en fait, d'analyse de la mobilité. La Caisse d'épargne, il y a eu une fusion Bretagne-Pays de Loire qui a été opérée aussi il y a 6 ou 7 ans. Et donc là, on repart sur des regroupements de services, puisqu'il y a un site qui a été construit à Orvaux. Donc la configuration de la répartition des activités de l'entreprise a changé. Et ensuite, eh bien, le monde bancaire, comment dire, est très impacté et très concerné par, on va dire, la digitalisation, l'automatisation d'un certain nombre de la distribution de ces produits et de ces services. Nous, on est une banque coopérative, donc on fait un choix de proximité, d'ancrage local et territorial. Donc on est en réflexion sur la manière dont on va combiner l'idée qu'on se fait de l'ancrage, parce qu'il y a la proximité numérique, il y a la proximité physique, et donc on va rentrer dans une réflexion assez lourde là, sur la manière dont on va appréhender, donc la plateforme va nous y aider de ce point de vue. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si une autre question arrive, autrement on peut peut-être conclure et se donner rendez-vous le 2 juillet pour avoir la suite des informations sur BMA avec l'accompagnement, avec les outils développés par BMA. Et est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit mot ou on laisse la parole à Suzy pour conclure? Et une dernière question. Je ne sais pas si vous voulez la Une prendre. dernière, ou, oui. Une dernière question à laquelle on peut répondre. Le BMA pourrait à terme remplacer le plan de mobilité au sein d'une entreprise. Pour nous, en fait, c'est c'est le plan de mobilité, en fait, nouvelle génération. En fait, je crois que il y a beaucoup de... À un moment donné, dans une des diapositives que j'ai changées, j'ai marqué « décaler les représentations ». Et je crois qu'il faut qu'on décale nos représentations. Alors, décaler nos représentations, c'est pas faire la révolution, hein. C'est tout simplement de dire, mais il y a un contexte qui est en train de changer fortement, et un plan de mobilité, en fait, si je regarde la LOM, enfin la réglementation actuelle, c'est un document qui doit attester qu'une entreprise prend en charge ses mobilités. Donc ça, c'est du côté du réglementaire. Mais si je me mets du côté de l'entreprise, en fait, l'entreprise manage ses mobilités de manière permanente. Sauf que peut-être que notre enjeu, c'est de montrer à cette entreprise que le fait de les manager de manière permanente, on peut assez vite améliorer ce type de management en organisant tout simplement une compétence collective pour le faire. Et donc ça nécessite un investissement pédagogique, mais comme on n'emmènera pas les 30 000 entreprises à l'école
pour apprendre à faire un plan de mobilité, bah, la plateforme, en fait, elle permet à l'entreprise de produire un document, mais derrière le document, en fait, c'est une compétence pour manager. On le voit bien chez Sopra. Mais on ne va pas leur dire qu'on leur vend de la formation, mais ils acquièrent de la compétence collective. Et en acquérant la compétence collective, ben, ils vont manager de manière permanente cette mobilité, mais avec un cadre méthodologique partagé. Et si en plus on produit un plan de mobilité qui sert aux autorités organisatrices de la mobilité en leur disant mais voilà, nous, notre plan de mobilité, maintenant on veut travailler avec vous parce que vous êtes porteur de ressources et on a besoin de vos ressources pour être meilleurs dans nos activités, là j'établis une passerelle très intéressante. Et d'une logique contraignante et administrative, ça devient une logique de partenariat territorial à partir de quelques éléments un peu pivots, activité, mobilité, changement, à partir d'un cadre qui est relativement simple et qui fonctionne, et qui permet, à mon avis, une intermédiation beaucoup plus simple pour que des décisions se prennent. Donc c'est pas BMA l'enjeu, hein. C'est pas le plan de mobilité, c'est comment l'entreprise s'approprie aujourd'hui d'une manière formelle le management de ses ressources qui sont étroitement liées à l'organisation et la réalisation de toutes les activités humaines, et que si on joue ce levier, on gagnera en compétitivité. Et je vous invite à regarder le web documentaire sur Cardinal dans le domaine du bâtiment, et je conclurai là-dessus. Le bâtiment, quand on a démarré BMA en 2013, quand on est allé voir Cardinal, le patron de Cardinal lui disait « Je consomme 2 millions d'euros de litres de fuel, enfin 2 millions d'euros de fuel par an. Si tu m'abaisses de 20% la facture, je serai content. » Donc on aurait pu dire pour abaisser la facture de fuel, on va faire des véhicules électriques et puis on va réduire un peu le nombre de kilomètres. Puis comme les gens ne conduisent pas forcément bien, on va faire de la pédagogie pour qu'ils conduisent mieux. Et en fait, la réponse, elle est plus dans l'organisation du travail. Et donc, on voit bien que ce changement de représentation, ça nous fait aller sur des voitures ou sur du fuel. En fait, ça nous réinterroge nous-mêmes sur ce qu'on fait. Et dans une société qui est en train de profondément muter, bah là, il y a un gros enjeu, justement, pour les entreprises, de réaborder leurs évolutions par un petit bout de la lorgnette qui s'appelle un déplacement. Et je reprends la première diapo du PowerPoint. On a mis dans cette image des images de moyens de transport, mais derrière le moyen de transport, il y a des gens, et les gens, ils font quelque chose, et si on regarde ce qu'ils font, alors on va peut-être voir autrement le moyen de transport, comme on vient de le faire pendant 1 heure. En fait, on ne s'est jamais déplacé de là où on était. Par contre, on a pu partager, et là, c'est de la mobilité très efficace, on a pu partager ce moment ensemble pour une activité qui est comprendre BMA, sortir du flou et voir si c'est crédible ou pas crédible. Et donc là, on a fait notre activité d'échange, de concertation, de pédagogie collective, sans opérer le moindre déplacement physique, mais tout en ayant une capacité de mobilité extrêmement forte en termes de compétences via webinaire. Voilà. Alors, merci beaucoup Jean-Luc, merci Christelle, Guillaume et Marc pour cette présentation. Alors, je vais faire une rapide conclusion. Je vais d'abord commencer par vous dire que j'ai mis dans le chat un lien vers une enquête de satisfaction, parce que c'est important pour nous qu'on ait votre retour, donc si vous pouvez, ça serait super. Je commence par ça. Ensuite, si vous êtes vous-même en fait un bureau d'études et de conseil en mobilité, n'hésitez pas à rejoindre la PCC, parce qu'on travaille sur ces thématiques-là. Aussi sur d'autres thématiques, adaptation au changement climatique, les plans climat, stratégie climat. Oui, donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on fait beaucoup d'activités donc avec des groupes de travail. On a aussi des webconférences qui sont très régulières, des événements réguliers, et vous pouvez avoir plein d'avantages en fait à adhérer chez nous. Donc n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. Également, si au contraire, on me dit qu'on m'entend pas, on vous entend presque pas. Est-ce que vous m'entendez vous? J'ai une personne qui me dit. Bon, je vais continuer, espérons que ça ira. Si au contraire vous êtes plutôt une organisation qui recherche ce type de prestations et de conseils, sachez qu'on a un annuaire des membres dans lequel vous pouvez trouver votre bonheur à ce niveau-là. Et vous pouvez également nous contacter pour voir si on peut faire des événements ensemble.
Notamment, on a les rencontres régionales de la mobilité au travail qui arrivent, par exemple. Voilà, ce genre d'événements. Également, sur notre site, vous pouvez vous rendre sur la page de la PCC, sur la page mobilité de la PCC, où vous allez retrouver toutes les ressources qu'on a sur la mobilité, donc ce que fait le groupe de travail, les productions du groupe de travail, les webconférences qu'on a déjà faites, les articles, voilà, vous retrouvez une sorte de ressource complète au sujet de la mobilité qui est complémentaire bien sûr à tout ce que fait déjà l'ADEME et toutes les autres ressources qui existent déjà. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette webconférence, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous le 2 juillet pour la deuxième session. Et oui, vous aurez la présentation, tout à fait. On va vous l'envoyer suite à cette webconférence. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.